Well, bonjour tout le monde, je vous espère bien. Alors, ce soir, je suis avec Ulrich et puis notre invité. Je vous la présenterai tout à l'heure. La semaine dernière, nous avons entamé dans votre émission Tchoupoutet hebdomadaire un nouveau volet, la santé. Vu autrement, bien sûr, puisque émission de déconstruction. Alors, le premier volet, c'était la santé dans l'assiette avec un regard de micronutritionniste. Aujourd'hui, on aura un autre regard posé sur la santé. Mais je suis ce soir avec Ulrich. Ulrich, comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Tranquillement, on avance petit à petit. Oui. Voilà. Et notre invité, je vais la laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir Naoui, bonsoir Ulrich. Moi c'est Emmanuel. Du coup, je suis Emmanuel Sibéran, je suis naturopathe, spécialiste de la santé du côlon, des intestins et du système digestif depuis déjà 15 ans. Super. Je vais laisser la parole à Ulrich pour qu'il nous introduise le sujet. Oui, alors on a commencé la semaine dernière du coup par la santé dans l'assiette. Et en fait, ça permet de placer une nouvelle donne qui s'est présentée un peu autour de la crise du Covid. C'est que la santé, en fait, on peut être acteur de sa santé. Je pense que pendant un long moment, on s'est retrouvé à laisser notre santé aux mains en fait de personnes qui sont des professionnels. Et on a oublié en fait le fait qu'on a un pouvoir et que si on est encore une fois conscient de comment fonctionne son corps, quel est son métabolisme, quelle est sa psyché aussi, parce que tout est lié, on peut arriver justement à déterminer nos mécanismes et forcément à se rendre compte que en fait il nous faut peut-être tel aliment, il nous faut peut-être telle humeur, fréquenter telle personne, jouer avec telle émotion pour pouvoir retrouver en tout cas une santé qui est pérenne. Et ça, je pense qu'on l'a trop longtemps abandonné et qu'il est temps en fait de reprendre le pouvoir par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça permet ensuite d'avoir une sensation de bien-être et d'évoluer aussi spirituellement ou dans sa conscientisation, dans son élévation, quelle que soit en fait l'ambition qu'on a. Si on n'a pas de pouvoir sur sa santé, il y a très peu de chances finalement qu'on puisse aller vers cette élévation-là ou cette prise de conscience. Donc, c'est important justement que sur les thématiques que l'on fait sur la santé, de bien préciser que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui connaissons notre corps, c'est nous qui vivons dans notre corps. Donc, le professionnel ou la personne tiers pourra donner un avis, pourra conseiller, mais forcément, en fait, c'est nous qui saurons si c'est pérenne ou pas. Et il faut, pour cela, avoir l'information, il faut connaître. Bon, je ne dis pas qu'il faut connaître tous les mécanismes du cancer, par exemple, mais grosso modo, de savoir comment ça fonctionne, comment ça apparaît, quels impacts que ça peut avoir sur le corps, sur la santé. Mais nous, en fait, ça nous permet de réagir et de se dire, OK, je vais adapter mon fonctionnement à mon environnement, à la société, pour pouvoir arriver justement à développer une santé qui sera pérenne. Ok, super. J'ai beaucoup aimé le fait de reprendre le pouvoir. Nous avons le pouvoir, reprendre le pouvoir sur sa santé. Donc, par rapport à ça, Emmanuel, tu nous disais que tu étais naturopathe. Donc, on va commencer. Est-ce que tu peux nous donner la définition de la naturopathie, s'il te plaît? Alors, une définition. Alors, la naturopathie, c'est principalement une activité holistique, donc qui reste sur le système global, en fait, de l'organisme, de l'être humain. Donc, ce qui fait qu'en réalité, alors, c'est vrai que les gens connaissent principalement la naturopathie sur un volet précis qui reste principalement l'alimentation ainsi que les plantes. Voilà, donc la phytothérapie. Mais la naturopathie aussi, elle va toucher aussi aux domaines tels que tout ce qui sera, comment je peux décrire cela? Tout ce qui sera principalement lié, par exemple, à l'environnement, si on revient sur le sujet d'Ulrich, l'écoute de soi-même aussi, ainsi que tout ce qui sera... comment je pourrais dire ça? Donc, nous avons l'alimentation... Ah, je me suis perdue. L'environnement, la phytothérapie... tout ce qui sera technique aussi à côté, qui sont comme énergétiques. Voilà, donc tout ce qui est énergétique. Et aussi, on va avoir beaucoup de naturopathes qui auront des spécialisations justement dans ces différents domaines de la nature. Donc en fait, ce sera vraiment une technique globale qui va pas uniquement se baser sur l'alimentation seulement ou les plantes, mais également à l'écoute complète en fait de l'organisme, de l'être humain en lui-même. Ok, merci. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, est-ce qu'un naturopathe, c'est un professionnel de santé? Alors, au sens gouvernemental, ce n'est pas un professionnel de santé, au sens pur et dur, puisqu'en fait, il est non conventionné.
Donc, ce qui fait qu'on le considère plutôt comme un professionnel de santé, de bien-être, voilà, mais pas de santé. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer, si tu sais, pourquoi il y a cette différence? Alors, en fait, quand je me base sur l'émission de la dernière fois, tu parlais du fait qu'il y avait d'abord les troubles et ensuite la maladie. Nous, en fait, en tant que naturopathe, on se base principalement sur les troubles. Donc, ce sera principalement de la prévention ou pallier aux petits symptômes chroniques de la vie de tous les jours, même si ça peut aider aussi dans certains processus quand les gens essaient de soigner certaines maladies avec leur médecin. Alors que toutes les médecines conventionnées se spécialisent principalement sur les maladies quand c'est déjà justement arrivé et qu'il faut régler le problème en lui-même. Normalement, la naturopathie, c'est principalement de la prévention. Même si, à notre époque, les gens viennent principalement consulter alors qu'ils ont déjà un problème. Donc là, on pourra les aider dans le processus. Mais après, il faut maintenir justement cette prévention, la détox, etc., pour rester dans ce processus de prévention. Donc, préventif. éviter que la maladie et que le trouble fonctionnel arrive. Ça, voilà, et ne s'installe. Ça, c'est le réel objectif. Voilà, le réel objectif en fait de la naturopathie. Puisqu'à la base, en fait, tout ce qui était naturel, enfin tout ce qui est naturel, essaie de faire de telle sorte à ce qu'on reste en bonne santé et non pas à ce qu'on tombe malade et qu'ensuite on gère la maladie. Normalement, on est censé tout faire pour essayer de rester en bonne santé, avoir un système immunitaire assez coriace pour pouvoir défendre l'organisme, quel que soit ce qui pourrait venir comme bactéries, virus ou autre stress ou autre chose du style. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien ta théorie là-dessus. Pour toi, ça a apparu quand, la naturopathie? Ça apparaît quand dans l'histoire, la naturopathie? Dans l'histoire de la naturo? Dans l'histoire humaine. Humaine? D'un individu, tu veux dire? Non, c'est-à-dire la naturopathie en tant que... La naturopathie, en fait, elle est arrivée au moment d'Hippocrate. Donc ça faisait partie, en fait, des premières lois de la médecine où on disait qu'il faut que ton aliment soit ton médicament. Voilà, donc à la base, c'était censé être l'alimentation, le médicament de base, et au fur et à mesure, en fait, on gérait la phytothérapie à côté. Et on avait ce côté instinctif, pour revenir à ton point de tout à l'heure, on avait ce côté instinctif à l'époque où des fois, d'une plante à l'autre, on pouvait savoir à quoi ça pouvait bien servir, si c'était pour nettoyer le foie, etc. Je me rappelle, ma grand-mère disait toutes les plantes amères, c'est pour le foie, toutes les plantes acides, ça fait ci, etc. Voilà. C'est pour les bactéries, pour la vitamine C. Oui, et ils avaient un instinct beaucoup plus développé, puisqu'effectivement, ils étaient acteurs dans leur santé et leur bien-être. Oui, c'était juste pour tordre un peu le cou, pour ceux qui pensent que la naturopathie, c'est une science récente, toute nouvelle, et que c'est pour ça qu'elle serait... Le mot est nouveau, c'est ça. Mais par contre, la pratique en elle-même n'est pas nouvelle. Voilà. Et comment as-tu été formée? Eh bien, en fait, comme toutes les formations, on va dans une école. J'ai fait 3 ans d'études. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, il y a des gens qui vont sur place, en fait, qui vont directement en cours. Il y en a des gens qui font en alternation entre les cours et la maison. Et puis, il y a des gens qui font totalement à distance. Voilà. Moi, c'était alterné. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cursus? Sur quoi vous êtes... Le programme, tu veux dire? On touche pratiquement tout. C'est pour ça que j'aime bien dire que la naturopathie, c'est pour ça que plus tard les gens se spécialisent, comme moi je me suis spécialisée. C'est un peu comme la médecine générale de la médecine allopathique. En fait, holistique, pardon. Et en fait, on touche vraiment à tout. On commence par des cours un peu de médecine, le corps, les veines, les artères, enfin le fonctionnement. On fait la comparaison entre le fonctionnement chez les êtres humains, le fonctionnement chez les animaux et tous les types d'animaux, les oiseaux, les félins, les reptiles. On voit aussi les différentes techniques de détox aussi, ou les différentes pratiques comme le drainage lymphatique, la réflexologie plantaire, le nettoyage du côlon, l'hydrothérapie du côlon. On voit vraiment beaucoup de choses. On apprend aussi les différentes manières de se nourrir au travers du monde, que ce soit le Japon, l'Asie, en fait, ou l'Europe et autres. Voilà, là. Bizarrement, l'Afrique n'est pas trop dedans, mais... bizarrement. Ça dépend beaucoup. Mais effectivement, on apprend un petit peu partout, enfin, les différentes techniques qui ont permis, en tout cas, aux êtres humains d'être en bonne santé, et des fois en fonction des territoires, ensoleillés ou moins ensoleillés, etc. D'accord.
Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc 3 ans, des fois, je me demande si c'est suffisant. On avait pas mal de bouquins à lire, beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, petit détail, est-ce que la formation est prodiguée en Martinique? Alors, celle que j'ai faite, comme je vivais encore à Paris, j'étais plutôt là-bas, mais je crois que l'école dans laquelle j'étais, je crois qu'il y a une branche ici et qui est adaptée justement avec les plantes d'ici, d'après ce que j'ai compris. Bon, moi, comme ça date, alors du coup, voilà, mais j'ai cru comprendre que c'est adapté avec les plantes d'ici. Ok. Ouais. Et peux-tu nous dire pour quelles raisons on vient te voir, en fait, les clients viennent te voir? Pour quelles raisons tu es consulté le plus souvent? Alors, étant spécialisée dans un domaine particulier qui est le nettoyage du côlon et le système digestif, c'est vrai que les gens viennent principalement me voir pour ça, pour cette pratique en particulier. Maintenant, ils viennent pour différentes raisons. C'est pas forcément toujours parce que problèmes intestinaux, constipation ou diarrhée comme on pourrait le croire. Des fois, il y a des gens qui viennent pour des problèmes de peau, des problèmes aussi, alors je dirais pas psychologiques, mais si par exemple les gens sont un peu trop stressés, des problèmes de perte de poids, ou des fois juste le système digestif qui est contrarié. Ça pourrait être aussi quand on a eu un désordre intestinal d'une manière ou d'une autre, suite à une gastro par exemple. Donc ça peut être pour vraiment différents types de raisons. En fait, quoi qu'il en soit, on peut faire l'irrigation du côlon pour tout type de raisons. Voilà, puisque c'est vraiment la base de la détox en fait. Tu la conseillerais pour quoi, en fait? Je sais, tu as dit c'est la base de la détox, mais bah, alors moi qui suis partisane de ça, j'aimerais bien que tu vantes un petit peu, moi je les connais, mais les mérites de justement l'irrigation du côlon et puis l'aspect, tu nous expliquais en off, l'aspect important de la détox vu notre manière de nous alimenter, vu la quantité de polluants environnants. Bien faire devient de plus en plus difficile. Donc, tu nous expliquais que la balance, en tout cas une des balances à considérer, c'était la détox qui passe entre autres par l'irrigation du côlon. Donc, est-ce que tu peux... Alors, l'irrigation du côlon, normalement, tout le monde est censé faire le nettoyage. À partir du moment où on a un côlon, on fait le nettoyage du côlon. Voilà. Puisqu'en réalité, ça fait partie en fait de la détox profonde de l'organisme, puisqu'on a besoin d'avoir un côlon en bonne santé pour mieux assimiler tous les nutriments, enlever les toxines. Et la plupart de toutes les toxines qui sortent des différents organes se déversent en fait dans le côlon. Donc après, quand on a beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnement, sans oublier le style de vie actuel qui cause énormément de stress, donc beaucoup d'irritation, et l'alimentation, comme on vient de le voir, excusez-moi. Donc du coup, ce qui fait qu'on se retrouve intoxiqué très rapidement. Et pour cela, on a besoin de faire la détox de l'organisme, en fait nettoyer. On aime bien utiliser le mot détox, ça est devenu un peu à la mode, mais je préfère le mot nettoyage, ou au pire vidange, hein. C'est un peu comme la voiture, parce qu'on prend beaucoup plus soin de sa voiture que de soi. Et pourtant, la vidange, les révisions, on fait ça de manière annuelle. Et bizarrement, on mange 3 fois par jour, 365 jours dans l'année. Et on se dit pas, tiens, il faudrait que je nettoie mon côlon. On pense à nettoyer les dents, mais on pense pas au côlon. Donc, enfin aux intestins et le système digestif d'une manière générale, parce que c'est bien de le mettre au repos. Ça fait des années qu'on avait dit aux gens, effectivement aussi, de faire des jeûnes pour mettre au repos, pour permettre au corps de se reposer et aussi de détoxifier pour réveiller le pouvoir d'auto-guérison naturelle de l'organisme. Bon, maintenant, c'est devenu à la mode, donc les gens le prennent dans un sens et dans un autre. Mais en réalité, on a besoin, en fait, de faire justement toutes ces détox pour pouvoir justement pallier à tous ces aliments, des fois, qui sont remplis de pesticides et autres. Parce que si on commence, pour arriver sur ton deuxième point, si on commence à essayer d'éliminer ça, on est arrivé à un stade où on peut même plus respirer parce que l'air est pollué. On n'a plus sur quoi s'appuyer, quoi. L'alimentation est toujours un peu perturbée et la vie est de plus en plus stressante et on a du mal à respirer. Donc en réalité, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de limiter la casse. Effectivement, on ne va pas aller manger dans les fast-food tous les 4 matins en se disant je vais détoxifier plus tard. Limiter la casse en essayant d'avoir une alimentation quelque peu équilibrée. Et ensuite, par contre, favoriser à fond sur la détox de manière régulière. C'est pour ça qu'avec mes clients, à peine le rendez-vous fini, on place déjà le prochain rendez-vous dans 6 mois. Comme ça, on reste sur une cyclicité et puis une régularité. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous détailler, nous expliquer c'est quoi
Comment ça se passe en fait, une irrigation du côlon? Alors, à mon institut, hein, donc je ne sais Oui. pas pour les autres, dans mon institut, en général, le côlon est composé de 3 segments. Donc l'ascendant, le transverse et le descendant. Donc en fait, à chaque séance, c'est un segment qui se nettoie approximativement. Donc on vient 3 fois. Les séances sont espacées de 1 à 3 jours pour laisser un petit peu de repos quand même au corps. On a une alimentation qu'on suit pendant ce processus et jusqu'à ce qu'on ait fini en fait tout le processus de nettoyage. Donc en fait, c'est comme un lavement rectal. Donc c'est une toute petite canule. Rassure les téléspectatrices et téléspectateurs. Je précise, je montre bien. Toute petite canule. On a taquiné Jonathan. C'est une toute petite canule de la longueur d'un suppositoire qui est insérée. Ça prend à peine 5 secondes. Ce n'est pas du tout douloureux. Et ensuite, on a des petits jets d'eau qui sont envoyés au niveau de l'ampoule rectale pour favoriser en fait le mouvement, enfin le péristaltisme du côlon pour qu'il fasse lui-même son boulot. Donc ce qui est différent du lavement, parce que souvent on confond, et le corps médical a tendance à confondre, je ne sais pas si tu fais la différence, mais en fait avec le lavement, en fait on va purger une poire, et ça va quand même injecter énormément d'eau ou de produits. Avec une pression qui est trop assez élevée forte parfois. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait que, par contre, ça peut abîmer la flore Exact. intestinale. Enfin, ça abîme. Ça abîme. la Flore et intestinale. muqueuse. Ouais, Voilà. avec Alors la que pression. l'irrigation, ça ne reste qu'au niveau de l'ampoule rectale et ça va demander au côlon de faire son travail naturel, mais plusieurs fois, en fait. Donc, d'où la nécessité d'avoir plusieurs séances, contrairement à un lavement qui se fera en une fois. Et souvent, les lavements, en plus, c'est avec ajout de produits chimiques. Oui, C'est souvent voilà, des c'est ça. produits. Maintenant, En ouais, tout ils cas, font moi, ça. j'ai jamais vu de lavement juste à l'eau. Hein. Ouais. En général, c'est des produits pharmaceutiques. Donc, En tout avec cas- tout ce qui est irritation, tout ce qui est dégâts sur la muqueuse et, comme disait Emmanuel, sur le microbiote. Et enfin, je pense qu'il faut bien réinsister sur le fait que tu as dit tout le monde devrait faire une Oui. irrigation du côlon. Et ce n'est C'est pas important. douloureux. Tout le Franchement, monde. ce n'est pas Je du le tout précise par douloureux. tout le monde, homme comme femme. Donc d'ailleurs, on en parlait, je pense que c'est aussi important de le préciser, que c'est aussi malaisant pour les femmes que les hommes. Parce qu'effectivement, Oui, c'est on a- aussi malaisant. C'est juste que, c'est-à-dire que une fois qu'on est dans le processus, on se rend souvent compte qu'on s'est fait plus de films que la réalité. Et les gens vont me dire, ah ben bon, finalement, en fait, exact. mais on s'est fait tellement de films avant. Les gens ont imaginé que c'était comme une coloscopie. Mon Dieu, ils allaient être les 4 fers en l'air. On allait mettre un tuyau, machin. Donc comme les gens se sont fait tellement de films, quand ils arrivent, ils sont apeurés. Et en même temps, ça sert dans un sens où ils se disent, ah ben non, finalement, c'était rien. Parce que c'est rien de spécifique. Et c'est aussi désagréable, on va dire, pour les hommes que pour les femmes. C'est juste que comme les femmes ont un petit peu plus l'habitude de se soigner, d'aller chez le gynéco, donc elles arrivent à plus facilement braver ça qu'un homme qui va réfléchir à 4 fois alors qu'une femme va y aller tout de suite. Et je voulais appuyer sur le fait, en tout cas, je trouve ce détail important, en plus de tout ce que tu as dit, c'est qu'en fait, surtout quand on a une alimentation pauvre en fibres, on a souvent, c'est pas souvent, on se retrouve avec des dépôts de matière dans le côlon, en fait. Dépôts qui transforment la flore, on a parlé de l'importance de la flore intestinale, entre autres, ce n'est pas la seule, donc qui transforme la flore intestinale en flore de putréfaction. Ouais. Donc c'est très mauvais en fait. Et lors de, alors moi je suis cliente au niveau de l'irrigation du côlon et ma naturopathe m'expliquait qu'en fait on peut avoir des matières qui datent d'années en fait. C'est ça, tout Dans à le fait. côlon. Ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir une cliente qui, comme je te disais la dernière fois, que j'ai trouvé plein de maïs qui sortait, alors qu'en réalité ça faisait 4 ou 5 mois qu'elle avait mangé du maïs. Elle l'avait pas mâché déjà, donc forcément c'est sorti entier et c'est resté stocké. Et la même anecdote, ma naturopathe me racontait qu'une cliente à elle, 6 ans avant, qui avait avalé un bitouniou de sa montre et on a retrouvé le bitouniou 6 ans après. Donc s'il y avait eu le nettoyage du côlon plus tôt, en fait ce serait sorti plus tôt. Exact. Voilà. Donc, Parce que c'est nécessaire. dangereux, après ça peut crever aussi la paroi, Ah oui, etc. Ouais. Et c'est vraiment nécessaire. Donc placez ça sur vos agendas tout de suite parce que voilà, il faut y passer. Et est-ce que tu peux nous parler du profil des clients pour qui les soins échouent notamment? Ah, pour qui les soins échouent? Alors en général, si un soin échoue,
il va pas échouer sur le moment où il fait l'irrigation, parce que ça fonctionne à tous les coups, au moment où ça nettoie. Là où ça va échouer, c'est que la personne va replonger dans ses travers. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, la personne n'a pas besoin de faire une consultation de naturo pour que je lui donne des conseils. Parce que dès que je vois l'état de son côlon, je sais déjà ce qui se passe. Et puis la personne fait une anamnèse avant d'arriver. C'est-à-dire je lui donne un document où elle me remplit quand même des petites infos, que je puisse savoir quand même sur quel terrain j'arrive. Et ensuite, je lui donne des conseils. Si bien évidemment on ne suit pas les conseils, les mêmes équations donnent les mêmes résultats. Donc elle aura forcément des problèmes qui vont revenir de manière systématique et chronique en fait. Mais en général, les gens sont motivés, mais ça peut arriver quand les personnes ne sont pas si motivées que ça, d'échouer, enfin de ne pas réussir à avoir les résultats. Donc ils n'écoutent pas en fait. Donc, souvent c'est plutôt ça qui fera que ça va échouer. Ok. Et tu as parlé de l'anamnèse. Est-ce que, en fait, alors, puisque moi je voulais te demander comment tu faisais pour choisir le soin adapté à tes clients? Alors, en général, quand les gens viennent faire l'irrigation du côlon, c'est toujours adapté. Maintenant, si elle a besoin de quelque chose d'autre, d'un autre soin, je vais forcément la réorienter vers quelqu'un d'autre, soit un autre spécialiste, enfin des gens avec qui je suis en partenariat ou que je connais, qui font des bons soins, pas forcément du partenariat, ou je vais demander à la personne, parce que je connais un maximum de soins, je vais lui demander d'essayer de trouver quelqu'un, si moi je ne connais pas, d'un autre soin, enfin qui pourra lui prodiguer quelque chose d'autre. Par exemple, moi je suis spécialisée dans tout ce qui est côlon, mais je ne suis pas spécialisée en énergétique. Et si je sens que la personne a un déséquilibre énergétique, bon ça je vais le voir, je vais lui dire là ce serait bien d'aller voir soit un kinésiologue ou alors le kinésiologue ne fait pas forcément de l'énergétique, mais ça peut aider, ou je sais pas, un énergéticien, un magnétiseur ou quelque chose. Ou ça peut être que je peux lui dire d'aller voir aussi quelqu'un, si je vois qu'il y a une mauvaise circulation, de faire par exemple un drainage lymphatique. Parce que c'est très important le drainage lymphatique, bizarrement, on est dans un pays où il y a du soleil et personne ne connaît ça ici. Alors qu'en France, il fait froid et tout le monde connaît le drainage lymphatique, alors qu'ici, on en a besoin et personne ne connaît. Alors, ma question, quel est le rapport entre drainage lymphatique et chaleur, histoire que, si la chaleur fait qu'on devrait en faire, qu'on y aille? C'est-à-dire que, déjà, enfin, c'est pas que la chaleur, c'est-à-dire qu'il y a le fait de consommer énormément de blé, donc de gluten, qui empêche la circulation sanguine. Et on sait qu'on a besoin également de la lymphe pour favoriser la circulation ainsi que les nutriments et autres. Et tout ça combiné fait que la chaleur plus le gluten et tout ça, en fait, bloque la circulation sanguine. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aux jambes, principalement, puisque les gens marchent, etc. Donc c'est plus les jambes qui prennent. Et en fait, on a besoin de faire le drainage pour justement favoriser cette circulation, puisque la lymphe doit circuler correctement comme le sang. Mais les massages ne sont pas les mêmes, en fait, quand on fait un massage relaxant et un massage drainant. D'accord. Voilà. Okay. Bon, c'est vrai que les gens font souvent des drainages, mais c'est en machine. Alors que je trouve que très souvent, le manuel est mieux parce qu'on arrive à mieux cibler, en fait, là où il y a vraiment des blocages chez la personne. Super. Et pour toi, quel est en tout cas le poids de l'hérédité sur les... Alors, ce qui concerne par exemple le cancer du côlon, par exemple. Alors, en naturopathie, l'hérédité n'existe pas vraiment. C'est plutôt un terrain. On parlera de terrain. On a un terrain favorable pour certaines circonstances, certaines maladies. Néanmoins, ce terrain-là peut être contourné si on change ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie, ou même son entourage. Néanmoins, avec le temps, on s'est rendu compte que le terrain ne pesait pas tellement lourd non plus dans la balance, parce que des enfants qui ont été adoptés, des fois pouvaient avoir les mêmes maladies que les parents qui les ont adoptés, alors que c'était pas du tout le même terrain. Donc c'est surtout les mêmes habitudes de vie, les mêmes habitudes alimentaires, le même environnement en fait, psychologique, émotionnel, énergétique, qui favorise plus certains états. D'accord. On retrouve ça aussi souvent, alors je suis infirmière, souvent on en parle avec le diabète, tes parents sont diabétiques, tu seras diabétique. Et oui, je vois des fois chez mes patients qu'il suffit que l'enfant n'ait pas du tout la même alimentation que ses parents et non. 60 ans arrive, non. Il n'y a pas de diabète. La morphologie, on la voit déjà dès le départ. Du fait de ne pas avoir la même hygiène de vie, la morphologie n'est déjà pas la même. C'est ça, exactement. C'est à l'instar de jumelles que j'ai, dont je te parlais la dernière fois, où ce sont des vraies jumelles. Et en fait, il y en a une qui est carrément allergique au lactose.
et ben son physique est plus petit et trapu, et l'autre celle qui consommait les produits laitiers animaux avait un physique plus petit et trapu, et celle qui prenait du lait végétal, en fait, des boissons végétales, était plus élancée et plus mince. Et pourtant, ce sont de vraies jumelles. Donc, il suffit qu'on change un détail et ça fait toute une différence dans la vie de tous les jours. Donc, il ne faut pas négliger les moindres petits changements. Merci de la recommandation. Même si c'est 2 abdos par jour, ça fera une différence. Ça fait une différence. Mais en tout cas, je lisais un article justement là-dessus qui montre que l'hérédité, en fait, ça donne des informations sur son code finalement, sur ceux sur la génétique. Mais en fait, ça n'empêche que l'environnement sera le facteur qui sera Exactement. le plus influent que la génétique. Donc, et c'est vrai que ça joue parce que, et nous aussi, je pense notamment dans nos cultures, en tout cas en Martinique, on nous met la pression par rapport à ça. Le diabète, si tu as du diabète ou si tu as quelqu'un qui est Alzheimer dans ta famille, en fait, c'est le stress. Et dans ma famille, ça a été le cas. Comme on a un terrain Alzheimer, ben là, on est en mode, allez, il faut qu'on entraîne notre cerveau, il faut que ceci, cela, et ça met une pression. Alors que, finalement, c'est l'environnement, en fait, qui est beaucoup plus important. Et quand on analyse, on peut se rendre compte que c'est parce que des personnes ont une façon de s'alimenter ou de gérer ses émotions, etc., qui sont similaires, qui font qu'ils développent, finalement, des pathologies qui sont dans ce cadre-là, quoi. Génétique et épigénétique. La génétique, c'est les gènes, et l'épigénétique te dit que c'est ton environnement, donc alimentation compris, qui allume ou éteint les gènes. C'est ça. Donc génétique et épigénétique. Donc l'hérédité, en fait, est là juste pour nous donner des indications sur nos forces et nos faiblesses, et savoir ce sur quoi il faut faire attention, ce sur quoi il faut mettre l'accent, mais sans pour autant en faire une psychose non plus. Donc voilà. Exact. Comme tu disais, c'est une indication. J'ai bien aimé le mot, une indication. Donc par rapport à tes consultations, à tes clients, je m'attends déjà à la réponse, mais plus d'hommes ou plus de femmes? Eh bien, en fait, tu seras étonné de voir qu'il y a quand même 60% en moyenne, 60% de femmes et 40% d'hommes. C'est juste que les femmes vont plus en parler, comme d'hab. Elles vont papoter entre elles, elles vont s'échanger les petits trucs, les bons plans et les machins. Alors que les hommes, ils seront beaucoup plus réticents à en parler aux potes. Sauf si souvent ceux qui en parlent, ils ont déjà cinquantaine passée, ils s'en foutent un petit peu de tout, et puis ils sont à l'aise avec leurs potes depuis des années, donc ils vont en parler si quelqu'un leur dit tu sais, j'ai mal au ventre, mais ils vont pas spontanément comme les femmes dire tu sais, je suis allée faire ça, machin. Ouais, j'aurais pas pensé qu'il y avait une aussi grande proportion d'hommes. Si, c'est juste qu'ils sont plus discrets. Et comme mon institut est discret, alors du coup on les voit pas rentrer, on les voit pas sortir. Donc messieurs, allez voir Emmanuel. On ne vous verra pas, on ne saura rien. On les voit ni rentrer ni sortir, donc en fait, ils sont pas obligés de se justifier. Mais par rapport à ce rapport-là, je pense qu'il faut aussi décrypter le fait que, dans la force de l'âge, en tout cas, moi et du coup certains hommes à qui on parle de ces situations-là, on a un rapport au soin en fait qui est particulier. Le soin, c'est vraiment qu'on a échoué en fait. C'est vraiment que, on est à 6 pieds sous terre et que là, il n'y a pas le choix pour se soigner. Donc, on va aller faire une consultation ou aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais tant que c'est pas le cas, on ne voit pas en fait le besoin finalement de se soigner. Parce que en fait, le but, en tout cas dans ce système-là, système notamment patriarcal, le but, c'est d'être performant. Donc, en fait, on va faire en sorte d'être performant tout le temps. Et on va se conditionner pour être toujours... C'est une forme de faiblesse, en fait. C'est ça, oui, finalement. Parce que comme on n'est pas dans le soin, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est dans une dynamique où on parle de plus en plus du soin et psychologique et physique, les choses ont changé parce que ça, c'est aussi dans les années 2000. Au début, d'ailleurs, on traitait les hommes qui se soignaient de métrosexuels. Il faut se rappeler de ça. Oui. Et aujourd'hui, le terme a disparu parce qu'en fait, les pratiques ont évolué. Donc, ce qui fait qu'un homme qui met une crème ou qui va justement chez le coiffeur, parce qu'avant, le coiffeur, c'était juste... Tu faisais la coupe. Il fallait pas être trop coquet, il voilà, fallait pas prendre trop soin de soi. Tu as le shampoing, tu as la barbe qui est faite, qui est taillée, qui est... L'huile de barbe. Il y a plein de choses. Donc, le rapport a changé, ce qui fait que... Au fur et à mesure, en fait, ça commence à se décrisper à ce niveau-là. Et comme tu dis, ceux de plus de 50 ans, là, comme il y a les soucis de santé qui arrivent massivement, de par aussi les activités qu'on a eues, puisque comme on n'est pas comme on est dans la performance, je prends un exemple, dans le jardinage, beaucoup de fois, on a des mauvaises postures, ce qui fait qu'on va se baisser tout le temps au lieu de s'accroupir, etc. Donc, un homme qui a toujours été
dans ces pratiques-là manuelles, qui a toujours les mauvais réflexes, au bout d'un moment, en fait, son corps va revenir sur lui. Et c'est pour ça que les plus de 50 ans, ça va être beaucoup plus simple pour eux de discuter de ça, parce qu'ils vont se dire, bon, et là, la retraite arrive, la fin des activités arrive, il faut qu'on se soigne, quoi, lorsqu'on est en mauvais état. Comme tu dis, tout devient, moi je vois mon papa, tout devient plus compliqué. Vu qu'ils se sont jamais soignés, Exactement. tout devient plus compliqué. Donc à un moment, si on voit que bon, l'avenir est menacé, entre guillemets, si on veut essayer de se donner une chance, bon, là on commence à se soigner, à prendre soin de soi. Mais comme tu dis, chez les hommes, ça vient beaucoup plus tardif. Je voudrais souligner quand même qu'il est préférable de venir faire de la prévention. Je dis ça, je parle aux hommes. Je ne sais pas où il faut que je regarde, mais je parle aux hommes. Et du coup, il est préférable de venir faire de la prévention parce que les hommes disent tout le temps qu'ils veulent être virils. Mais viril aussi, c'est de pouvoir assurer que quelque chose monte. Sauf que lorsqu'on accumule les toxines et autres, plus le chlordécone, etc., on voit les problèmes de prostate et tout, après, il n'y a plus rien qui monte. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Venir faire une irrigation du côlon, nettoyer pour favoriser une bonne circulation sanguine, avoir justement prévention prostate, ou se retrouver au plus bas. Et là, je parle au sens propre et au sens figuré. J'ai aimé ta main. Là, c'est l'équivoque. Se retrouver au plus bas et que ça remonte plus jamais. C'est ça, en fait. Parce que du coup, quand on fait un soin, déjà, personne ne voit qu'on est dans un soin. Et ensuite, c'est pour soi, c'est pour maintenir la santé. Parce qu'à un certain moment, on peut plus assurer grand-chose. Et une fois que la machine est pétée, des fois, c'est pété, c'est pété. Alors, on va essayer de rétablir un petit peu, mais bon... Des fois, vaut mieux enfin pas des fois, tout le temps, vaut mieux prévenir que guérir. Guérir, des fois, ça laisse beaucoup de séquelles, etc. Et très souvent, je vois les hommes qui sont comme ça, ils sont quand même un peu dépités à cause des problèmes de prostate, alors que, en fait, ça aurait, si c'était pris un peu plus en avance, ça aurait pas eu les mêmes résultats. Donc, un tas de machisme qui sert vraiment à rien, et tout ça pour être malade. En quoi le machisme, en fait, va faire qu'on reste en bonne santé? C'est hallucinant parce que j'en parlais avec un de mes clients qui vient faire des soins. Il est jeune en plus, c'est un jeune, mais il vient faire des soins et il me dit oh, bordel, les gens ils vont. Enfin, je suis là, je suis en train de perdre toute ma virilité. Et moi je lui dis mais tu perds ta virilité pourquoi? Il me dit oui, en fait, je suis dans une position. Déjà, il est allongé sur le dos, donc je vois pas quelle position. Mais bon, c'est dans sa tête le fait d'avoir un suppôt. Tout est dans la tête. Je lui dis, tu te rends compte que quand même, la virilité, c'est un concept. Parce qu'il me dit, oui, quand je vais sortir là, c'est au bout de 30 minutes que je vais me sentir bien. J'ai dit, tu te rends bien compte que c'est un concept? Parce que concrètement, il y a que toi qui est dans ta tête quand tu pars. Parce que personne ne sait où t'étais, ni ce que t'as fait, ni quoi, ni qu'est-ce. Et en fait, tu es juste en meilleure santé que quand tu es arrivé. Ouais, et puis tu es juste venu te nettoyer le côlon. Mais oui. Ça ne joue en rien comment quelque chose qui est dans le soin peut jouer sur ta virilité. Ouais, c'est dans ta tête. C'est toi qui relie des choses à d'autres choses qui n'ont rien à voir. C'est ça. Il faut rester pro, en fait. À un moment, il ne faut pas mélanger coco et abricot. Soin, c'est soin. Autre chose, c'est autre chose. Donc voilà. Surtout que c'est un soin, comme je vous dis, pour l'avoir fait, c'est un soin sans ambiguïté. Donc, il n'y a pas de... C'est pas souvent pratiqué uniquement par des femmes. En plus. Oui, je précise, oui. Oui, de toute façon, c'est notre socialisation, en fait. On est socialisé à tout ce qui va se rapprocher du soin déjà. Et en plus, un soin qui passe par l'anus, c'est clair et net que dans notre socialisation, qu'on se retrouve avec le groupe des potes, comme je disais avant, notamment les 50 ans, qu'on n'a pas encore de problème de prostate, etc., en fait, ça passe pas. Le groupe des pairs va se moquer. Donc, quand tu as ça comme retour par rapport au fait que tu t'es soigné, tu hésites à deux fois. Alors, déjà, tu hésites à en parler. Ça, c'est clair et net qu'il y en a beaucoup qui font les soins, mais qui n'en parlent pas. Et ensuite, tu hésites aussi, finalement, à passer le pas, parce que finalement, tu te dis, ouais, ça va impacter mon rapport à moi, etc. Est-ce que je vais m'en remettre, etc. Alors que, comme tu disais, une fois que tu es là, que tu sais c'est quoi les apports et que c'est fait, et comme je dis... Ce que c'est, même... Même pas déjà dans le rapport, comme tu disais, mais aussi ce que c'est. La pratique en elle-même n'a aucun lien avec la virilité ou autre chose. La pratique en elle-même, elle est safe, naturelle, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour ça qu'on décrypte les stéréotypes de genre. Et puis surtout qu'on est allongé sur le dos ou couvert, enfin personne n'est tout nu, enfin tout le monde est habillé, enfin c'est vraiment, ce n'est pas enfin c'est un petit peu intrusif, mais ce n'est pas intrusif dans une vie intime ou autre, puis on est là, on papote, en fait il n'y a pas vraiment pas de quoi avoir peur. Mais du coup tu as insisté sur le fait que c'est préventif. Pourquoi tu insistes
dessus, sur le fait que la naturopathie, c'est une... La naturopathie en elle-même? Oui, en elle-même. Oui, ça, en fait, ça prévient en fait toutes sortes de maladies, enfin de troubles, on va dire plutôt chroniques et autres, puisque en prenant soin de soi, et ça permet de développer le système immunitaire de l'organisme et du coup, par extension, éviter certains troubles, que ce soit psychologiques, physiques ou physiologiques ou même émotionnels. Puisqu'en fait, on s'est, d'ailleurs, pour revenir aussi sur l'irrigation, on s'est rendu compte, puisque ça fait partie du panel, hein, après, comme c'est ma spécialité, donc forcément j'en parle plus, mais on s'est rendu compte que certaines maladies qu'on avait décrétées psychologiques, en fait, sont liées à un dérèglement du microbiote intestinal et qu'il suffit que les gens fassent leur nettoyage du côlon ou qu'ils réensemencent leur flore intestinale, les choses sont différentes pour la personne en question. Donc prendre soin en fait de son organisme, là je parle du côlon principalement parce que c'est ma spécialité, mais prendre soin de son organisme d'une manière générale va permettre à la personne en question de pouvoir, ou à chacun en fait, de pouvoir observer une meilleure vie en général, que ce soit d'un point de vue psychologique ou autre. Pour appuyer sur ce que tu disais par rapport au microbiote et aux maladies psychologiques, en fait, le microbiote donc intestinal, puisqu'il y en a plusieurs, quand il est bien nourri, de toute façon, qu'il soit bien nourri ou pas, il excrète du moins, il synthétise des molécules, en fait, qui servent de messagers. C'est sa manière de communiquer avec le cerveau. Donc déjà, suivant ce qu'on mange, les messages ne sont pas les mêmes. On comprend bien qu'avec la malbouffe, le message ne sera pas joli, mais en plus, comme tu dis, faire la détox, donc remettre cet équilibre au niveau de la flore, en fait, va permettre de repartir sur de bons messages, sur une bonne communication, une communication safe avec le cerveau, et donc limiter les dégâts psychologiques. Oui, bien sûr. En plus, on le voit clairement. Là, c'est vraiment flagrant quand je fais les programmes anti-candidose avec les clients. En fait, le candidat va pousser, en fait, les clients, en fait, la personne qui souffre de candidose à consommer, ça lui envoie une information au cerveau, justement. Donc, les intestins envoient une information au cerveau et la personne ne décide plus par elle-même, en fait. C'est le candidat qui décide. Et en fait, elle va commencer à consommer que des aliments sucrés. Sucrés, exact. Et sucrés tout le temps. Et des fois, j'ai des clientes qui me disent, oui, non, mais moi, alors c'est homme comme femme qui souffrent du candida, enfin de la candidose plutôt. Et ils vont me dire, oui, mais je mange des légumes verts. Je mange beaucoup de légumes, je mange pas de cochonneries, je mange pas de sucre. Mais quand on demande quel genre de légumes tu manges, ça va être betterave, petits pois, carottes, ça va jamais être laitue, courgettes, ce genre de trucs, ça va être betterave, courgettes, petits pois, que les choses sucrées, carottes et autres. Bon, après, on peut mixer un petit peu avec autre chose, mais ce sera principalement des choses sucrées. Donc, des envies de fruits, des envies de jus, tout le temps. Alors que quand on rééquilibre, on fait le nettoyage du côlon, on change l'alimentation, on se rend compte que finalement, on n'a plus trop besoin de sucre, ni du chocolat à 22h, ni ce genre de choses. Voilà. Et forcément, l'humeur est différente. Parce que la candidose va faire qu'à une époque, comme c'était, les femmes sont plus sensibles, donc ça apparaissait plus sur les femmes avant, au début en tout cas. Les femmes, on disait, voilà, elle est bipolaire, ça y est, elle change d'humeur, elle est lunatique. Mais en fait, c'est juste le candidat qui change des fois comment dire, pas d'intensité, c'est pas d'intensité, c'est-à-dire il y en a plus ou moins, je trouve pas le terme. Et en fait, ça va agir d'une manière ou d'une autre en fonction de la journée ou autre. Donc, ce qui fait qu'après, on va dire que les gens sont lunatiques, alors que pas du tout. Il suffit qu'on règle tout ça et la personne n'est plus lunatique. Que c'est juste leur microbiote qui est perturbé. Exactement, voilà. Mais tu parlais tout à l'heure du jeûne. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, donner des informations concernant le jeûne? Alors, des informations sur le fonctionnement du jeûne. Le fonctionnement du jeûne et son impact en fait sur... D'accord. Alors en fait, le jeûne permet de mettre en fait l'organisme au repos. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce que le corps fait la plupart du temps, c'est digérer. Et la digestion, ça prend énormément de temps. Surtout quand on mange de la viande rouge. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de manger. Enfin, on fait ce qu'on veut. Mais au final, ça va prendre en tout cas un minimum de 8 heures pour digérer de la viande rouge. Donc, ce qui fait que c'est tout un processus, en sachant que ça passe par la bouche, ça doit passer ensuite dans l'estomac, plus le foie doit gérer avec le pancréas, passer dans l'intestin grêle, passer dans le côlon. Tout ça, ça prend du temps. Et en fait... tout ça fatigue en fait l'organisme et au lieu qu'il attend en fait les moments où il n'est pas en processus de digestion pour pouvoir se focaliser sur le fait de guérir
tout ce qui va pas, les petits dommages qu'il pourrait avoir dans l'organisme. Donc faire des petites sessions de jeûne courtes ou longues, en fonction de ce qu'on peut supporter, de manière assez régulière, va permettre à l'organisme de se reposer en ce qui concerne la digestion et de pouvoir se focaliser sur la réparation des petites brèches qu'il pourrait avoir au niveau de l'organisme et éviter du coup par extension de tomber malade trop rapidement ou d'avoir certaines maladies qui se déclenchent alors qu'on pourrait éviter ça. Non, j'en parle parce que il y a des idées qui ont des a priori en tout cas qui ont la vie longue et le jeûne par exemple, je me confronte tout le temps à des personnes qui m'incitent à arrêter de jeûner en disant que tu auras des ballonnements, ça va changer changer ta façon de vivre, etc. C'est pas bon pour la santé. C'est les professionnels qui te disent ça? Ben non. Ah bon. c'est pour ça que je dis justement que l'émission là justement permet de rattraper, de retrouver un pouvoir par rapport à ça. Parce que comme on l'a perdu, on n'écoute que ce qu'on peut entendre. Et je sais qu'à un moment donné, il y a un YouTuber, j'ai oublié son nom. De toute façon, il vaut mieux ne pas donner son nom. qui parlait beaucoup justement de la naturopathie et aussi du fait de manger des fruits. Donc c'était quelqu'un qui, surtout les aliments crus. Voilà, il insistait beaucoup sur le fait de manger des aliments crus. Il faisait des périodes de jeûne justement, des stages en tout cas où il y avait du jeûne, où il faisait de la sensibilisation. Et il a été condamné par le conseil, alors je sais plus c'est quel conseil, parce qu'ils ont considéré que c'était une secte. Une secte, ouais. Une secte et que c'est quelqu'un de dangereux. Et j'ai vu aussi tout le discours qu'elle allait avec, en disant, mais regardez, un de plus qui prodigue des solutions, des remèdes, qui n'est pas un professionnel de santé, et qui flingue des gens. Parce qu'effectivement, il y a eu des retours comme quoi il y a des personnes qui étaient tombées malades. Et c'est tout le discours qui était derrière, qui disait que ce sont des médecines alternatives, mais c'est pas efficace. Il y a une autre chaîne qui s'appelle La Tronchon-Biais qui fait un travail de démontage complet de tout ce qui est naturopathie, etc. Et tu as des personnes qui les suivent et qui reproduisent ce discours-là. Regardez, ce sont des choses qui sont pas scientifiques, qui sont pas prouvées. Alors après chacun a le droit de croire en ce en quoi il a envie de croire. Néanmoins, le jeûne, ça a été prouvé, même en première année de médecine, il était précisé que quand j'ai fait ma première année de médecine, dans un des chapitres, il était écrit que le jeûne était important pour pouvoir favoriser la néoglycogénèse au niveau du foie permet justement d'avoir ce pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Donc après, les gens qui disent ça, j'ai envie de leur dire, il faut reprendre les cours de première année de médecine. Parce que du coup, c'était marqué dedans. Donc c'est prouvé depuis longtemps que le jeûne, c'est bon pour l'organisme. Maintenant, effectivement, tout le monde, par contre, n'a pas la même capacité de jeûne. Et d'ailleurs, même une même personne qui a l'habitude de jeûner, en fonction de son état de santé psychologique, ce qui s'est passé dans sa vie ces derniers jours ou pas, on n'a pas la capacité de jeûner de la même manière chaque année aussi non plus. Donc c'est pas parce qu'on a jeûné 3 jours auparavant qu'on pourra jeûner 3 jours le jour d'après. En fait, il faut encore une fois, pour retrouver son pouvoir de guérison, il faut pouvoir aussi être humble et avoir la capacité d'écouter aussi son corps. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin, que le corps ne puisse supporter que 2 jours ou juste une demi-journée. Des fois, c'est 3 heures de plus. Et puis, comme par hasard, la fois d'après, on peut jeûner 1 semaine. Donc ça pose pas de souci. Mais par contre, c'est toujours quand même bien d'informer quelqu'un qu'on jeûne. Ne pas le faire tout seul, quand même, dans sa maison, parce qu'on sait jamais. Mais en général, il n'y a pas de souci. C'est juste par prévention, mais en général, c'est rare qu'il y ait des soucis. S'il y a un souci, c'est que vraiment... Je sais pas, j'arrive même pas à voir où, mais ça peut être une défaillance au niveau du foie dont la personne n'était pas au courant. Mais en général, quand on s'écoute et qu'on fait des petits jeûnes, oui, même le diabète, ça passe. On a jeûné, ma mère est diabétique. En 2019, on a toutes les deux fait un jeûne d'1 semaine. Ma mère n'a pas fait une seule hypo. Ouais. Bon, c'était quand même mieux qu'elle soit à côté de toi. Oui. Après, on était encadré. J'aurais jamais pu faire un jeûne chez moi, alors que j'ai un frigo. Oui, il faut être encadré quand on fait ce genre de choses. Pour que les gens ne le fassent pas à la maison comme ça tout seul. C'était encadré. C'était encadré. On avait en plus encadré par un docteur qui comment il s'appelle, José Chalon. Oui, je le connais. Qui est très... Il fait de la médecine chinoise. Il est très... médecine dite alternative. Donc, il faisait ces sessions-là et on a observé ma mère, elle prenait ses dextros tous les matins, comme quoi le corps
Oui, le parce que corps, je faisais des se accompagnements gère. de jeunes thérapeutiques aussi. J'avais des diabétiques, ça posait pas de problème. J'avais des femmes enceintes aussi, ça posait pas de problème. Par contre, effectivement, c'était pas tout à fait le même jeune. J'étais beaucoup plus à l'écoute quand même de ces personnes parce qu'il fallait que enfin, faut surveiller, on sait jamais. Hein, on surveille plus. Il y avait aussi, on était suivis, infirmières, tout ça. Mais tout le monde peut jeûner en fait. Et puis surtout, très important, les gens qui donnent à manger aux gens quand ils sont malades. Personne ne mange quand il est malade. Quand on n'a pas faim, c'est pas pour rien. Parce que même les animaux ne mangent pas quand ils ont faim, quand ils sont malades. On peut pas digérer parce que le et se corps réparer. a besoin de ne pas avoir à digérer pour réparer en fait ce qui est malade en fait. Donc on va pas non plus laisser la personne sans manger. Mais on peut lui donner plutôt quelque chose de léger, genre une petite soupe, un potage, un bouillon, etc. Mais on va pas aller lui sortir du fruit à pain à ce moment-là, quoi. C'est ni de la viande rouge. Alors ça, c'est même pas la peine. Il faut que le corps puisse avoir des nutriments. Donc les bouillons de légumes, c'est très bien. Donc il y aura des nutriments et tout. Donc c'est le plus important, qu'il n'ait pas à digérer beaucoup de fibres, beaucoup de viande et autres. Ni de céréales. Alors ça, c'est la viande rouge, enfin la viande, les protéines et les céréales, c'est à éviter quand les gens sont malades. Tu as dit, et ça rejoint quand tu disais il faut s'écouter. Oui, il faut s'écouter. Que la nature est comme ça, on essaye d'en faire autre chose. Mais je disais ça à ma mère quand ma petite nièce elle était malade et à tout prix, le réflexe c'est vouloir alimenter. Ça ne fit pas qu'à du bout, tu as besoin de choses, on veut te donner à manger. Sauf que comme tu disais, la digestion, je le vois en dialyse. Hein. La machine, en fait, dialyse c'est les insuffisants rénaux. La machine, c'est quand le patient a mangé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle la volémie, en fait la quantité de sang qui est dévolue à tout le corps diminue sur tout le reste du corps parce qu'elle se recentre sur les organes digestifs. Donc voilà. Qui dit sang dit tout ce qui va avec nutriments et puis dit moins de disponibilité pour le reste du corps. Pour le reste du corps. Donc effectivement, quand on mange, si tout est accumulé là, il y a moins de disponibilité pour le reste du corps. Exactement. Donc il faut éviter de trop manger, en tout cas quand on est malade. Donc si la personne dit qu'elle n'a pas faim, si elle reste 3 jours sans manger, quand même, il ne faut pas exagérer, mais lui donner un petit bouillon, ça suffit, ou une petite soupe. Et avant de poser la question, je tiens quand même à signaler que ça peut être compliqué de l'entendre, mais on n'est pas, selon une étude récente, on n'est pas les plus gros consommateurs d'alcool de France, déjà. Donc surtout pas. Oui, effectivement. Alors c'est plutôt sur la quantité consommée en général. Bon, on parle pas en fait des excès ou en soirée ou quoi que ce soit. Ça, je pense que ça demande une autre étude. Peut-être qu'on sera dans le haut du tableau, mais en tout cas, on n'est pas les plus gros consommateurs d'alcool. Donc déjà, ça retire un cliché. Mais cela dit, on fait quand même des excès. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du foie? Déjà, c'est l'importance du foie, et ensuite comment on peut faire une détox du foie? Alors, on va essayer de faire simple, parce que du coup, le foie, c'est assez complexe. Ça gère quand même pas mal de choses, le foie. Donc, pour faire simple, ça gère tout ce qui est sucré, ça gère tout ce qui est gras, et ça gère le système hépatique, parce qu'il y a la vésicule avec. Hein. Donc, ce qui fait que ça gère aussi tout ce qui est acidité pour faciliter la digestion. En accord avec les autres organes comme la rate et le pancréas. Mais, donc, on a besoin quand même, c'est un organe filtre. Donc c'est comme on va imager, c'est comme si on avait une passoire. Bon, c'est un peu plus complexe, hein, mais c'est comme si on avait une passoire et qu'à chaque fois on mettait quelque chose dedans. Si on lave pas la passoire à un moment, elle sera pleine, elle sera plus trop efficace. Donc en fait, en gros, il faut pouvoir nettoyer. Donc alors, il y a des procédés de détox différents. On connaît déjà les ampoules, on comprend du duodénum, desmodium, etc. Donc au final, on a ces petits procédés-là. On a également celui que je préfère, qui est beaucoup plus rapide et que la plupart des gens préfèrent aussi parce que ça se fait sur une soirée. C'est le procédé du docteur Andrea Moritz. Et en fait, ça permet de faire une détox du foie en profondeur, toujours avec forcément des choses naturelles, hein, huile d'olive, jus de pamplemousse, etc. Bon, je conseille pas trop d'aller sur Internet parce qu'il y a à boire et à manger dessus, mais du coup, pour pouvoir faire le nettoyage, en tout cas sur une soirée et une matinée, et comme ça, c'est fait. Et je conseille très souvent de faire une irrigation après, parce que ça se vide par les intestins, donc pour éviter que ça reste dans le côlon. Voilà. Donc c'est important puisque ça fait partie du processus de digestion. Hein. Et puis gérant également le sucre, des fois ça permet de réguler aussi le sucre pour les diabétiques et autres. Okay.
Donc là, tu parles des diabétiques par rapport à ta pratique. En off, tu nous parlais aussi de tes ateliers parce que oui, il y a la prévention, il y a le soin, mais dans la prévention, il y a, comme tu disais, l'alimentation, on l'appelle alicament. Oui. Quand l'alimentation sert notre santé, l'alicament. Donc tu nous disais en off que tu faisais des ateliers. Peux-tu nous en parler? Alors, je fais des ateliers cuisine parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, si on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure là, avoir une alimentation un petit peu décadente fait que les gens n'arrivent même plus non plus à se concentrer ni à même réussir à trouver des idées. Des idées qui sont simples en fait, hein, mais ils n'arrivent pas forcément à trouver des idées. Et puis on est tellement emberlificoté dans des mécanismes autres que... Enfin, à utiliser des choses qui ne sont pas de chez nous. Voilà. Donc on va systématiquement, par exemple, se tourner vers la farine de blé alors qu'on a plein de farines chez nous qui sont, je dirais pas forcément plus saines, mais en tout cas, déjà qui n'ont pas de gluten, qui ne sont pas aussi transformées et qui sont déjà de chez nous, puisqu'on parlait tout à l'heure là d'épigénétique. Donc ça aurait été bien de manger des choses de chez nous pour qu'on reste dans le même contexte, puisque les nutriments qui sont dans les aliments de chez nous, on a besoin de ces mêmes nutriments-là, puisqu'ils ont le même soleil, la même pluie, etc. Bon, on va enlever les histoires de chlordécone, mais en tout cas, il est préférable de consommer les choses de chez nous. Donc en fait, comme très souvent les gens n'ont pas forcément des petites idées, etc., pour consommer les choses de chez nous, et rapidement surtout, parce que du coup, on est tout le temps en train de courir. Donc je fais des ateliers cuisine avec mes clients et toute autre personne qui voudrait s'inscrire, hein, c'est pas toujours que des clients, pour qu'ils puissent justement avoir les différentes techniques de consommation naturelle de chez nous, aux saveurs de chez nous, etc. Okay. Pour qu'ils puissent découvrir. Donc, tes spécialités, irrigation du côlon et puis atelier cuisine. Oui. Alors, très belle émission ce soir encore, mais on va devoir conclure. Il nous reste à peine 5 minutes. Est-ce que je peux te laisser conclure? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Qu'est-ce que tu peux rajouter? Alors, est-ce que je peux rajouter? En fait, moi, je serais surtout focalisée sur le fait que ce serait bien, on va conclure par ce par quoi on a commencé, d'écouter son corps, de reprendre justement ce pouvoir en écoutant son corps, en revenant à soi et surtout en n'ayant pas peur de faire en fait confiance aux thérapeutes qui peuvent proposer des soins naturels. Je veux plutôt dire naturels. Je te donne la parole, Louis. Oui, comme elle l'a dit, donc retrouver le pouvoir, consommer les produits locaux, d'accord, puisqu'on a bien vu qui sont importants, donc de passer aussi les clichés, parce que finalement on se rend compte qu'ils font plus du tort finalement que du bien. En tout cas, pour notre santé, en fait, c'est bien de dépasser ces choses-là pour rester dans le soin. Et messieurs, en fait, continuons à aller de plus en plus vers cette démarche-là, parce que la virilité, comme elle l'a dit, quand il n'y a plus, il y a de la vie. Il y a toujours de la vie, c'est pas... Et la performance, ça s'entretient. Voilà, quelqu'un soit. C'est clair. La performance, ça s'entretient. Ça, c'était le mot de là. Et puis pour moi, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut 1000 fois mieux que guérir. C'est un de mes adages. Et je rajouterais, tu l'as déjà dit, Ulrich l'a dit, reprenons le pouvoir sur notre santé. Je dis souvent à mes patients qu'ils sont leurs derniers gendarmes à leur santé. Nous sommes les derniers, moi j'aime pas le mot gendarme, on dira nous sommes les derniers remparts à notre santé. Donc reprenons notre pouvoir dessus. Donc n'oubliez pas qu'il y a le débrief après l'émission, donc en télé le lundi à 17h30 l'émission, qui est rediffusée le samedi à 10h. Et on fait un débrief sur Instagram, sur la page F-Media234, donc le lundi soir en général autour de 19h. Donc n'hésitez pas à venir participer, donner vos avis, contribuer aussi, parce qu'on le répète, en fait on est 3 cerveaux, mais si on est plus de personnes à réfléchir, à proposer des thématiques, on peut toucher en fait un plus large public et on peut approfondir sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude finalement d'approfondir. Et on peut créer mieux et plus fort. Et tu dis souvent, si vous avez, donc on déconstruit des thématiques, donc si vous connaissez des professionnels, des experts dans des domaines où qu'il serait bon de déconstruire, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous les proposer. Pareil pour les thématiques. Tout ce qu'il y a à déconstruire, on est preneur. Belle soirée à vous tous.
Merci pour, à toi aussi, merci pour à toi aussi, l'invitation, merci Ulrich. d'être venu. Merci pour Et puis l'invitation. à la prochaine, belle soirée. À bientôt.